Toi, je sais comment sauver ta fille. C'est ce qu'un jeune garçon pauvre a dit à Gabriel Moreau, un millionnaire connu pour son vaste empire technologique et son sens aigu des affaires. Le désespoir était profondément gravé sur le visage de Gabriel alors qu'il sanglotait, impuissant, tandis que les médecins se précipitaient autour de lui. Sa fille unique, Isabelle Lefebvre, âgée d'accent grave peine 10 ans, avait été admise à l'hôpital avec des symptômes mystérieux qui déconcertaient même les meilleurs spécialistes du pays. C'est à ce moment-là qu'il sentit un léger contact sur sa main. En se retournant, il aperçut un garçon de 14 ans à peine. Le garçon portait un t-shirt baya délavé, un short en jean usé et des tongs. Pourtant, ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. « C'est votre fille ? Celle de la chambre 507 ?» demanda-t-il, la voix marquée par un fort accent baya. Eduardo, le plus proche collaborateur de Gabriel, fronça les sourcils, prêt à appeler la sécurité. Comment ce garçon pouvait-il savoir pour sa fille? Avant qu'Eduardo ait pu dire un mot, le garçon a insisté, « Monsieur, je sais comment sauver votre fille. » Méfiant, Eduardo a demandé, « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? » Je m'appelle Gabriel, répondit calmement le garçon. Je travaille ici, enfin, pas officiellement. J'aide ma tante, ZFA, la femme de ménage. Mais j'écoute, je regarde et je sais ce qui arrive à ta fille. Eduardo scruta le couloir à la recherche d'un agent de sécurité mais hésita. Il y avait quelque chose dans le regard du garçon qui le fit réfléchir. Gabriel poursuit avec une certitude inquiétante, « Le fils de votre fille s'est évanoui lors d'une sortie scolaire au jardin botanique après avoir bu dans une bouteille d'eau qui n'était pas la sienne. Elle a une fièvre qui va et vient, et des taches sur ses jambes qui apparaissent et disparaissent. Les médecins pensent que c'est une maladie auto-immune, mais ce n'est pas le cas. » Eduardo attrapa le bras du garçon avec une telle force que Gabriel sursauta mais ne cria pas « Qui vous a envoyé? M'espionnez-vous » demanda Eduardo en serrant les dents. « Personne ne m'a envoyé, je le jure, répondit Gabriel, refusant de détourner le regard. J'ai un don. Je l'ai toujours eu. Je vois ce que les autres ne voient pas, je ressens ce que les autres ne voient pas. Ma grand-mère disait que c'était un don de Dieu, mais ici à l'hôpital, les gens pensent que je suis prétentieux. » Épuisé par des nuits blanches consumées par l'inquiétude pour Isabelle, Eduardo relâcha la main du garçon et demanda finalement, « Et que penses-tu savoir de la maladie de ma fille? » Ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je sais, corrigea Gabriel. Votre fille a été empoisonnée, mais pas intentionnellement. Le coupable est un nouveau médicament qu'elle prend pour ses allergies, un médicament prescrit par votre médecin. Le sang d'Eduardo se glaça. Isabelle avait en effet commencé un traitement pour une allergie respiratoire un peu plus d'1 mois plus tôt. « Comment sais-tu cela » murmura Eduardo en regardant nerveusement autour de lui. Gabriel a expliqué, tante Neosa était l'infirmière en chef ici jusqu'à ce qu'elle soit licenciée le mois dernier. Elle a découvert que ce médicament faisait du mal à de nombreuses personnes, en particulier aux enfants. Elle a essayé de les avertir, mais personne n'a écouté. « Et où est tante Neosa maintenant » a demandé Eduardo. Elle habite dans la banlieue de Parpe. Je peux vous y emmener, mais nous devons y aller maintenant, a déclaré Gabriel avec urgence. Soudain, son regard se fixa sur un point derrière Eduardo. Monsieur Gabriel, est-ce que tout va bien? Demanda le docteur Oliveira en revenant avec sa tablette. Il jeta un regard hésitant de Gabriel à Eduardo. Non, docteur, tout va bien, dit rapidement Eduardo. Il vient de m'offrir un café. Le docteur Oliveira plissa les yeux vers Gabriel. Tu ne devrais pas être ici, mon garçon. Les bénévoles ne viennent que le mercredi et le samedi. Gabriel baissa la tête avec respect. Excusez-moi, docteur. Je pars. Mais avant de s'éloigner, il se pencha et murmura à Eduardo, je serai dehors à l'arrêt de bus. Si tu veux en savoir plus, retrouve-moi là-bas dans 1 heure. Eduardo regarda le garçon disparaître dans le couloir tandis que le médecin continuait de discuter des nouveaux examens et des spécialistes internationaux à consulter. Pourtant, il avait l'esprit ailleurs. Et si cet étrange garçon avait raison? Et si les médecins avaient raté quelque chose? 1 heure plus tard, Eduardo se tenait mal à l'aise à l'arrêt de bus devant l'hôpital, se sentant complètement déplacé dans son costume italien. Les passants le regardaient avec curiosité, le reconnaissant sans doute grâce aux magazines économiques ou aux chroniques mondaines. Gabriel était là comme promis, partageant un paquet de biscuits avec un chien maigre. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit le garçon, rebondissant d'excitation.
Je ne sais pas non plus pourquoi je suis ici, admit Eduardo avec honnêteté. Je fais probablement une erreur. Non, ce n'est pas le cas, a insisté Gabriel. Mais il faut se dépêcher. Le bus pour Paris part dans 5 minutes. Le bus? Eduardo fronça les sourcils avec méfiance. Je ne prends pas le bus, mon garçon. Et comment comptez-vous vous y rendre? Votre chauffeur vous emmènera-t-il en banlieue sans poser de questions? Ou préférez-vous un taxi pour que plus de gens sachent où vous allez? Défia Gabriel. Eduardo a compris la vérité dans les paroles du garçon. Si quelque chose n'allait vraiment pas dans le traitement d'Isabelle, la discrétion était essentielle. Sa fille était stable mais sous sédation pour les tests, avec seulement quelques heures avant de se réveiller. À contre-cœur, il accepta. Très bien. Mais j'espère que cette tante Neosa est vraiment quelqu'un. Le voyage vers Paris était surréaliste pour Eduardo. Le bus bondé et agité lui donnait un sentiment de vulnérabilité et d'anonymat. Personne ne se souciait de qui il était ni de ce que signifiait sa fortune. Il regarda Gabriel saluer les passagers, demander des nouvelles de ses proches et semblait connaître la moitié de la ville. « Comment as-tu connu tante Neosa » demanda Eduardo une fois qu'ils trouvèrent 2 sièges vides à l'arrière. « Elle s'occupait de ma mère quand j'étais petit. Nous avions des problèmes d'alcool et d'autres choses, hésita Gabriel. Tante Neosa a toujours été gentille avec moi. Elle me nourrissait lorsque j'attendais à l'hôpital. Quand ma mère partait, je revenais parfois pour gagner un peu d'argent et de la nourriture. Vous vivez seul? Demanda Eduardo, réalisant qu'il n'avait jamais autant parlé à quelqu'un d'un monde aussi différent. Je vis avec ma tante Jurma et mes 5 cousins, mais c'est presque comme vivre seul, dit Gabriel en redressant les épaules. Elle travaille pour 2 familles et ne rentre que pour dormir. Les adultes vivent leur vie. Seul Pedrino, il a 7 ans. Il fait attention à moi. Eduardo hocha la tête en pensant à Isabelle, sa grande chambre dans le manoir d'Alphaville, remplie de jouets et de technologies qu'on pouvait acheter avec de l'argent. Pourtant, elle disait souvent qu'elle se sentait seule. Ils descendirent du bus dans une rue animée et Gabriel conduisit Eduardo à travers des ruelles plus étroites jusqu'à une modeste maison entourée d'un muret de briques et d'un jardin bien entretenu. « Nous y sommes » annonça Gabriel en frappant dans ses mains près de la porte. Madame Noémie apparut dans l'embrasure de la porte, une vieille femme noire aux cheveux gris relevés en chignon, vêtue d'une simple robe fleurie et de sandales. Son visage s'illumina en voyant Gabriel, mais la suspicion obscurcit son expression en apercevant Eduardo. « Gabriel, mon garçon, que fais-tu? Et qui est cet homme? » Madame Noémie, c'est l'oncle d'Isabelle, expliqua Gabriel avec urgence. Il a besoin de votre aide. Sa fille est malade, hospitalisée à Saint-Raphaël avec les mêmes symptômes que vous. Le visage de la femme changea instantanément. Elle jeta un coup d'œil prudent autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne la regardait, puis ouvrit le portail. Entrez vite. Ce n'est pas prudent de parler ici. À l'intérieur, la maison était petite mais impeccablement propre et chaleureusement accueillante. Des photos de famille et quelques certificats encadrés ornaient les murs, donnant à l'espace une atmosphère personnelle et vécue. Madame Noémie les conduisit dans un salon cosy meublé d'un canapé fleuri et d'une bibliothèque remplie de volumes usés. « S'il vous plaît, asseyez-vous, dit-elle doucement. Eduardo obéit, même s'il se sentait mal à l'aise de s'enfoncer dans le canapé bas. « Madame Noémie, excusez-nous de vous déranger, mais ce garçon dit que vous savez peut-être ce qui arrive à ma fille, commença Eduardo avec hésitation. Gabriel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, savait généralement de quoi il parlait, répondit Madame Noémie d'un ton mystérieux. Dites-moi, qu'arrive-t-il à votre fille? Quels symptômes présente-t-elle? Eduardo a décrit avec soin l'état d'Isabelle, racontant les derniers jours. Elle souffrait de fièvre soudaine et intermittente, d'étranges éruptions cutanées qui apparaissaient et disparaissaient de manière imprévisible, d'une fatigue extrême et de douleurs articulaires persistantes. Et oui, a-t-il ajouté, elle a récemment commencé un nouveau traitement contre les allergies appelé Respiral. L'expression de Madame Noémie devint sérieuse. C'est exactement ce que je craignais, dit-elle en se levant et en se dirigeant vers une pièce voisine. Elle revint avec un dossier à la main. Il y a environ 3 mois, à Saint-Raphaël, nous avons commencé à voir des patients, principalement des enfants et des adolescents, présentant des symptômes similaires, explique-t-elle. Au début, les cas semblaient isolés, mais j'ai ensuite remarqué une tendance. Ils avaient tous commencé à prendre Respiral 1 ou 2 mois avant l'apparition de leurs symptômes, dit-elle en se penchant vers Eduardo.
Mais quand je l'ai dit aux médecins, ils n'ont vu aucun lien. Chaque cas a été examiné par des spécialistes différents à des moments différents, et personne n'a établi de lien entre les symptômes et le médicament. Mais moi, en tant qu'infirmière en chef en pédiatrie, je les ai tous vus s'en sortir. Lorsque j'ai compilé les données et les ai montrées au docteur Oliveira, il m'a licencié, disant que c'était juste une coïncidence et que je n'avais pas les qualifications nécessaires pour tirer de telles conclusions. Edardo ferma brièvement les yeux, reconnaissant trop bien ce genre d'arrogance. Et puis, insista-t-il. Je suis allé voir le directeur administratif, le docteur Cavalcante. Je lui ai montré mes notes, et il m'a promis de vérifier. Mais rien n'a changé. Une semaine plus tard, j'ai été appelé aux ressources humaines, raconte-t-elle d'une voix lourde. On m'a dit qu'il y avait une restructuration. Après 28 ans de service, j'ai été licencié avec une indemnité dérisoire et un accueil froid. Edardo sentit la colère monter en lui. Ce scénario lui était douloureusement familier du fait de son expérience dans le monde des affaires. Avez-vous des preuves? Des documents, des déclarations, il a demandé. J'ai des copies de tout, dit-elle en ouvrant le dossier pour révéler des fiches, des tableaux et des notes soigneusement rédigées. Mais personne ne veut écouter une infirmière à la retraite critiquer un géant pharmaceutique. Edardo s'empare du dossier, feuilletant des chiffres alarmants, plus de 30 dossiers en 3 mois rien qu'à Saint-Raphaël. Quelle entreprise fabrique ce médicament? Il a demandé. Pharmastica Progresso, une filiale de Vital Pharma, répondit-elle. Edardo sentit un coup de poing dans le ventre. Vital Pharma faisait partie du groupe d'affaires dont il était président et actionnaire principal. L'acquisition avait eu lieu il y a à peine un an, dans le cadre d'un plan de diversification recommandé par le conseil d'administration. « Est-ce que ça va ?» demanda Madame Noémie en remarquant son visage pâle. « Oui, j'ai juste besoin de passer quelques appels, » répondit-il en s'efforçant de garder son calme. « Puis-je conserver ce fichier ?» il a demandé. « Prends-le, » dit-elle avec un léger sourire. « J'en ai d'autres copies conservées en toute sécurité ailleurs. J'ai appris à me protéger après ce qui s'est passé. » Edardo la remercia et se leva. Gabriel, qui était resté silencieux dans la cuisine, finit tranquillement son morceau de pain. La proposition de Donnan et de Lua a été acceptée. « Alors, mon oncle, maintenant nous allons sauver ta fille, » dit simplement Gabriel. La simplicité de la déclaration contraste fortement avec la complexité de la situation. Edardo regarda le garçon, puis Madame Noémie, et enfin le dossier qu'il tenait à la main. Que doit-il faire? Agir pourrait détruire une partie de l'empire qu'il avait construit. Mais la vie d'Isabelle Lefebvre et peut-être celle de nombreux autres enfants était en jeu. Oui, Gabriel, nous sauverons ma fille et peut-être bien d'autres. Sur le chemin du retour à l'hôpital, Edardo a passé plusieurs appels urgents. La première était destinée à son ex-femme, Luisa, qui vivait à Londres depuis leur divorce 3 ans auparavant. Elle a été dévastée par la nouvelle et a promis de prendre le premier vol pour Salvador. Il a ensuite contacté son avocat personnel, Leonardo, pour lui demander de convoquer d'urgence un groupe d'experts indépendants en toxicologie et en pharmacologie. Je veux qu'ils analysent tout ce qui concerne Respiral, effets secondaires, essais cliniques, autorisation de la NSM, absolument tout, en toute confidentialité, a-t-il ordonné. Finalement, il a appelé son assistant personnel et lui a dit d'annuler tous ses rendez-vous pour les jours à venir sans explication. Gabriel observa tout cela attentivement, impressionné par la transformation d'Edardo. L'homme qui semblait brisé par le désespoir agissait désormais avec une détermination farouche. « Tu es quelqu'un de très important, hein ?» commenta le garçon alors qu'il prenait un taxi pour rentrer à l'hôpital. « Je ne suis qu'un homme qui essaie de sauver sa fille, » répondit Edardo en regardant par la fenêtre. Puis, après une pause, il a ajouté, « Mais oui, j'ai des ressources et je suis prêt à toutes les utiliser si nécessaire. » De retour à l'hôpital, Edardo se dirige directement vers l'unité de soins intensifs pédiatriques où Isabelle est soignée. Le docteur Oliveira l'a intercepté dans le couloir. « Monsieur Gabriel, nous étions inquiets. »« Vous êtes parti sans prévenir, » dit sèchement le médecin. « J'avais des urgences à régler, » a répondu Edardo. « Comment va ma fille ?» a-t-il insisté. « Son état est stable, mais il n'y a pas d'amélioration notable, » a indiqué le médecin. Nous envisageons un nouveau traitement avec des immunosuppresseurs plus puissants, en supposant qu'il s'agisse d'une maladie auto-immune. Edardo inspira profondément, essayant de contenir sa colère. Il savait que ce traitement pouvait aggraver l'état d'Isabelle. « Docteur,
j'exige l'arrêt immédiat de Respiral, dit-il fermement. Le médecin parut surpris. Les antihistaminiques n'ont aucun rapport avec l'état actuel. Ils ne sont utilisés que pour contrôler une allergie ancienne. Arrête ça quand même, a insisté Edardo. Et pas d'immunosuppresseur tant que nous n'avons pas de résultats précis. Le docteur Oliveira fronça les sourcils, visiblement agacé. Monsieur Gabriel, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez aucune formation médicale. Non, interrompit Edardo. Mais j'ai déjà engagé une équipe d'experts indépendants. Ils viendront demain pour un deuxième avis. En attendant, seulement un traitement de soutien. Je veux leur remettre tous les dossiers médicaux et les résultats des analyses aujourd'hui. Comme vous le souhaitez, dit le médecin. C'est ton droit. Je vais préparer les copies. Lorsque le médecin partit, Gabriel qui attendait discrètement s'approcha. L'avez-vous vu? Demanda-t-il en souriant avec admiration. Gabriel, tu ferais mieux de rester à l'écart pour le moment, dit doucement Edardo. Les choses deviennent dangereuses et je ne veux pas que tu sois impliqué. Le sourire du garçon s'effaça. Mais c'est moi qui t'ai aidé. Je veux que la fille aille mieux. Je sais, et je vous en suis très reconnaissant, répondit Edardo. Mais pour l'instant, c'est trop risqué. Je vous promets de vous tenir informé. Gabriel croisa les bras. Je ne fais pas confiance à ces médecins. Ils essaieront à nouveau de vous tromper. Edardo réfléchit un instant. Avez-vous un téléphone? Un moyen de rester en contact? J'ai un vieux téléphone portable dans ma tente. C'est juste pour appeler. Gabriel écrivit le numéro sur un petit morceau de papier qu'Edardo glissa dans sa poche. Je t'appelle demain pour te donner des nouvelles. Pour l'instant, je dois voir ma fille. À contre-cœur, Gabriel hocha la tête et s'éloigna. Edardo le regarda quitter l'hôpital, pensif. Comment un garçon si jeune pouvait-il être aussi lucide et courageux? Au cours des 2 jours suivants, la situation a évolué rapidement. Une équipe d'experts indépendants dirigée par le docteur Carolina Vasconcelos, toxicologue renommée, a rapidement confirmé les soupçons. Respiral contenait un composé capable de déclencher une réaction auto-immune grave chez les personnes présentant une certaine prédisposition génétique. C'est exactement ce qui est arrivé à Isabelle Lefebvre. Lisa était arrivée de Londres. Après le choc initial, malgré un divorce difficile, elle avait décidé de tout avouer à Édouard. Lorsqu'il s'agissait de leur fille, ils agissaient toujours ensemble. Comment aurions-nous pu passer à côté de l'essentiel plus tôt, s'exclama Luisa un soir en regardant Isabelle dormir paisiblement, déjà sous traitement approprié. Nous sommes ses parents. Nous aurions dû la protéger. Nous avons fait confiance aux médecins, au laboratoire, au système, répondit Édouard, submergé par la culpabilité. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Après une pause, Luisa hésita avant de continuer. Votre avocat m'a parlé d'un lien avec Vital Pharma. Édouard secoua la tête, visiblement tendu. Leonardo avait confirmé le pire, la société pharmaceutique avait délibérément caché des informations cruciales lors des essais cliniques Respiral, présentant ainsi un tableau trompeur et trop positif. Pire encore, ils étaient conscients des problèmes potentiels, mais ont quand même choisi de procéder, pariant que le nombre d'événements indésirables serait suffisamment faible pour ne pas nuire à leurs bénéfices. J'ai déjà entamé la procédure de licenciement de l'ensemble de la direction de Vital Pharma, annonce fermement Édouard. J'ai ordonné le retrait de Respiral du marché. Luisa a fait remarquer, cela vous coûtera des millions. Ça n'a pas d'importance, répondit-il sincèrement. Aucune somme d'argent ne vaut la vie d'Isabelle Lefebvre, ni celle d'un autre enfant. Le matin du 3e jour, alors qu'Isabelle montrait enfin les premiers signes d'amélioration, Édouard reçut un appel téléphonique tremblant d'Armand de Donanusa. Voici Estor Édouard. Gabriel a disparu, a-t-elle déclaré. Sa tante est venue me voir. Il n'est pas rentré hier soir. Édouard a immédiatement tenté d'appeler le numéro que Gabriel lui avait donné, mais Donna l'avait déjà fait, sans succès. Gabriel disparaissait parfois lorsqu'il se disputait avec sa tante, mais il finissait toujours le matin soit à la maison, soit à l'hôpital. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a admis « J'ai bien peur que quelqu'un ait découvert qu'il vous avait parlé ». Déterminé, Édouard promet de faire tout son possible et raccroche. Voyant son expression inquiète, Lisa a demandé « Qui est-il ? Vous souvenez-vous du garçon dont je vous ai parlé ? Il a disparu, répondit Édouard. Luisa fronça les sourcils. Pensez-vous que c'est lié ?
Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Édouard demande à Leonardo d'engager des détectives privés pour retrouver Gabriel. Il a également contacté Paloma Santos, une journaliste d'investigation respectée avec laquelle il a entretenu de bonnes relations malgré ses reportages critiques sur ses entreprises. Paloma, j'ai besoin de ton aide, dit-il. Mais je ne peux pas tout expliquer au téléphone. C'est une affaire de corruption pharmaceutique et d'enfants disparus. C'est une histoire qui m'intéresse, a-t-elle répondu. Où nous rencontrons-nous? Paloma et Édouard se rencontrent discrètement dans un café d'hôtel loin de l'hôpital et du quartier des affaires. Il a tout tracé, Isabelle Lefebvre, Respiral, Donna Nosa et surtout Gabriel. Ce garçon a pris des risques pour m'aider, conclut Édouard. Et maintenant, j'ai peur qu'il soit en danger à cause de ça. Paloma prenait des notes et posait occasionnellement des questions approfondies. Avez-vous des preuves? Manipulation de données, licenciement abusif de l'infirmière? Édouard lui a remis un dossier contenant tous les documents rassemblés par son équipe juridique, rapport d'experts indépendants, documents internes de Vital Pharma. Je suis prêt à tout rendre public, a-t-il déclaré. Mais d'abord, nous devons trouver Gabriel. Je comprends votre inquiétude, dit Paloma en feuilletant les documents. Et je dois dire que je suis impressionné par votre engagement. Il est rare de voir un homme d'affaires de votre niveau dénoncer les dysfonctionnements de sa propre entreprise. Il ne s'agit plus de business. Quand j'ai vu ma fille dans ce lit d'hôpital, a-t-il fait une pause, c'était encore pire quand j'ai compris que d'autres enfants, sans mes ressources, pourraient souffrir autant, voire plus. Paloma secoua solennellement la tête. Je publierai demain un article préliminaire sans mentionner le garçon pour éviter de l'exposer davantage. J'utiliserai mes contacts pour essayer de le retrouver. Merci, dit Édouard. Et j'ai une autre demande. J'aimerais que Donna Nosa devienne consultante pour le nouveau projet de l'Institut indépendant de surveillance des médicaments et des méthodes de traitement. Pensez-vous qu'elle acceptera? Paloma sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas, Mendoza? Oui, je pense qu'elle acceptera, surtout si cela peut empêcher d'autres enfants de vivre ce que votre fille a vécu. De retour à l'hôpital, Édouard croise Lisa dans le couloir, le visage marqué par l'inquiétude. Que se passe-t-il? Demanda-t-il avec anxiété. Isabelle est pire, répondit-elle. Non, elle est stable. Mais le docteur Oliveira a apporté un document étrange, une autorisation pour une procédure expérimentale qui, selon lui, était absolument nécessaire. Quand je lui ai posé des questions, il a esquivé en disant qu'il reviendrait avec vous. Édouard sentit la colère monter à nouveau en lui. Où est-il maintenant? Il a été appelé en urgence. Il a dit qu'il reviendrait dans 1 heure. Édouard se rendit directement dans la chambre d'Isabelle. La petite fille dormait. Ses joues étaient plus roses que les jours précédents. Ses signes vitaux s'étaient améliorés. Il prit sa petite main dans la sienne, envahi par une vague d'amour et un profond désir de la protéger. Le docteur Oliveira apparaît près de 2 heures plus tard, accompagné d'un médecin qu'Édouard ne connaît pas. Monsieur Mendoza, voici le docteur Camila Ferra, spécialiste en immunologie pédiatrique, a présenté Oliveira. Elle propose un traitement innovant qui pourrait considérablement accélérer le rétablissement d'Isabelle. Le docteur Ferra, une jeune femme à l'air sérieux, salua brièvement Édouard. L'état de votre fille est plus complexe qu'il n'y paraît. Les blessures causées par Respiral pourraient devenir irréversibles si nous n'agissons pas rapidement avec ce protocole. Elle tendit un épais document à Édouard. Il l'a pris mais ne l'a pas lu immédiatement. Docteur Ferra, travaillez-vous ici? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Je suis une consultante externe, répondit-elle avec un léger malaise. J'ai été spécialement invitée pour cette affaire. Par qui? Édouard insista. Le docteur Oliveira est intervenu. Grâce à moi, bien sûr. Je connais les travaux du docteur Ferra grâce à des conférences internationales. Édouard échangea un regard suspicieux avec Luisa. Ce traitement a-t-il déjà été testé sur d'autres patients ayant eu des réactions à Respiral? Il s'agit d'un nouveau protocole, reconnaît le docteur Ferra, mais les résultats préliminaires sont prometteurs. Édouard feuilleta rapidement le document, s'arrêtant aux petits caractères de la dernière page. Là, il découvre ce qu'il redoutait, le laboratoire responsable du protocole expérimental était une filiale de Vital Pharma, la même société qui fabriquait Respiral. Pensez-vous vraiment que je vais permettre à la même entreprise qui a empoisonné ma fille de l'utiliser comme cobaye maintenant? Il a demandé.
Sa voix était calme mais remplie d'une colère réprimée. Le docteur Oliveira et Ferra gardèrent leur sang-froid, mais leurs yeux trahissaient l'inquiétude. « Monsieur Mendoza, il y a un malentendu. » « Il n'y a pas de malentendu, » a déclaré Édouard avec fermeté. « Je veux que vous sortiez tous les deux de cette pièce. À partir de demain, ma fille sera transférée dans un autre hôpital avec une nouvelle équipe médicale. » « C'est imprudent, » a protesté le docteur Oliveira. « Le transfert représente actuellement le plus grand risque pour sa santé. » « Le plus grand risque pour ma fille, ce sont les médecins dont les intérêts vont au-delà de sa santé, » a répondu Édouard. « S'il vous plaît, partez avant que j'appelle la sécurité. » Une fois les médecins partis, Luisa regarda Édouard avec un mélange de surprise et d'admiration. « Je ne t'ai jamais vu aussi protecteur. »« Je ne me suis jamais vu comme ça non plus, » a-t-il admis. « Je pense que j'apprends d'un petit garçon de Nao. » Cette nuit-là, pendant que Luisa restait avec Isabelle, Édouard retourna à son appartement pour se doucher et se changer. À peine était-il entré que le téléphone sonna d'un numéro inconnu. « Bonjour, monsieur Mendoza. » demanda une jeune voix féminine tremblante. « Oui. Qui est-ce ? » ?»« Je m'appelle Juliana. Je suis une amie de Gabriel. Il m'a demandé de l'appeler depuis cette cabine téléphonique s'il ne revenait pas aujourd'hui. » Le cœur d'Édouard s'accéléra. « Savez-vous où il est ? » « Pas vraiment, » répondit-elle avec hésitation. « Il a dit qu'il essaierait de cambrioler Saint-Raphaël ce soir. Il voulait récupérer des papiers dans le bureau du docteur Chauve. Il a dit qu'ils étaient importants et qu'il pourrait aider la fille riche. »« Docteur Chauve, vous voulez dire le docteur Oliveira ? » ?»« Oui, c'est vrai. Gabriel a dit l'avoir vu cacher d'étranges documents après avoir parlé avec un homme en costume qui n'était pas médecin. Il a dit que c'était lié à la fille et à d'autres enfants malades. » Édouard frissonna. « Juliana, j'ai besoin que tu me dises exactement où tu es. J'enverrai quelqu'un te chercher. » 20 minutes plus tard, une voiture amène Juliana jusqu'à l'appartement d'Édouard. La jeune fille, qui ne paraissait pas avoir plus de 12 ans, paraissait impressionnée et un peu effrayée par le luxe des lieux. « Gabriel m'a dit que tu étais riche, mais je ne le pensais pas, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Juliana, j'ai besoin que tu me dises tout ce que Gabriel a dit avant sa disparition, » a demandé Édouard, ignorant son commentaire. La jeune fille inspira profondément. « Gabriel a toujours été un peu étrange, vous savez ? Il dit qu'il voit des choses, qu'il ressent des choses. Au début, je pensais qu'il mentait, mais il avait toujours raison. Il sait quand quelqu'un ment, quand quelque chose ne va pas. Il a un don. » Édouard secoua la tête, se souvenant des propres paroles de Gabriel. Depuis que sœur Donanosa a été renvoyée, il est obsédé par les enfants malades. Il a dit qu'il y avait un problème avec la nouvelle drogue. Mais qui écouterait un enfant de la rue ? Puis, quand ils ont amené votre fille, il a dit que c'était sa chance de prouver qu'il avait raison. Et que s'est-il passé hier ? Il m'a trouvé sur la place, tout excité. Il m'a dit que vous le croyez, mais il était aussi inquiet. Il avait entendu le docteur Ball parler au téléphone de la dissimulation de preuves et de la mort définitive d'une infirmière. Édouard sentit son ventre se nouer. Il a alors décidé de retourner à l'hôpital pour recueillir ses preuves. Il connaît tous les accès. Il y a déjà passé des nuits cachées. Il a dit qu'il passerait par la buanderie, puis qu'il prendrait l'ascenseur de service jusqu'au 3e étage, où se trouve le cabinet médical. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit avant ? Juliana haussa les épaules. Gabriel est comme ça. Il agit seul. Mais il m'a fait promettre que s'il ne revenait pas avant cet après-midi, je t'appellerai pour tout te dire. Édouard prit son téléphone et appela Leonardo. J'ai besoin que tu viennes tout de suite avec ton ami de la police fédérale. Est-ce que c'est sérieux ? Demanda Léonard. En attendant, Édouard propose à manger à Juliana, ce qu'elle accepte sans hésiter. En la regardant dévorer le repas, il se demanda combien de repas cet enfant avait sauté auparavant. Il pensait à Gabriel, à son courage et à sa détermination. Il avait tout risqué pour aider un étranger et maintenant il risquait d'être en danger à cause de cela. Leonardo est arrivé accompagné de l'inspecteur Rodrigo Almeida, un homme d'âge moyen à l'air sérieux. Édouard leur a tout raconté depuis le début. Nous avons des raisons de croire que ce garçon Gabriel a disparu parce qu'il a découvert des preuves de fraude dans l'approbation de Respiral, a conclu Édouard. Et il pourrait être détenu quelque part contre sa volonté. Le délégué a écouté attentivement, prenant des notes. C'est grave, Mendoza.
On parle d'effets secondaires potentiellement criminels du médicament, de falsification d'essais cliniques et maintenant d'enlèvement d'un mineur. Si tout cela est vrai, beaucoup de têtes vont tomber. Je me fiche de savoir qui est touché, a répondu Édouard. Ce qui compte, c'est retrouver Gabriel et protéger les autres enfants. J'ai les ressources, les preuves et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Nous devons agir avec prudence, a déclaré Rodrigo. Si nous y allons de front, ils risquent de détruire les preuves. Pire encore, si le garçon est entre leurs mains. Édouard comprit l'allusion et frémit. Que proposez-vous? Une opération coordonnée, l'hôpital, le siège de White Pharma, les résidences des principaux suspects, tout cela en même temps. Mais j'ai besoin d'un mandat. Pour cela, j'ai besoin de preuves concrètes à présenter au juge. Nous en avons la preuve, a assuré Édouard avec fermeté. Documents internes à l'entreprise, témoignages de Donanius, rapport d'experts indépendants et maintenant la déclaration de Juliana sur les derniers mots de Gabriel, le délégué à tête de chat. Je constitue une équipe pour parler avec les juges de permanence. Si tout se passe comme prévu, nous aurons les mandats d'arrêt ce soir et l'opération pourra commencer à l'aube. Alors que Rodrigo et Leonardo partaient se préparer, Édouard se tourna vers Juliana avec une véritable admiration. Vous avez été incroyablement courageux de venir me voir. Je peux vous trouver un endroit sûr pendant que tout cela est en train d'être résolu. Juliana secoua doucement la tête, son expression résolue. Je dois rentrer. Ma grand-mère s'inquiéterait si je ne rentrais pas dormir. Et si Gabriel revient, c'est exactement là qu'il me cherchera. Édouard hocha la tête en signe de compréhension. Je comprends. Mais promets-moi de faire attention et de m'appeler immédiatement si tu entends parler de Gabriel. Promit la fille sans hésitation. Édouard a insisté pour que son chauffeur la reconduise chez elle, bien décidé à assurer sa sécurité. De retour à l'hôpital, Édouard trouve Isabelle réveillée, discutant doucement avec sa mère. La voir consciente même si sa voix était encore faible le remplit d'un tel soulagement qu'il en pleura presque. « Papa » s'exclama Isabelle avec un sourire fatigué. Édouard l'enlaça doucement, en prenant soin de ne pas déranger les tubes ou capteurs qui l'entouraient. « Comment te sens-tu, mon amour ?» Fatiguée et affamée, répondit-elle, gagnant un sourire chaleureux de la part de ses parents. Sa mère ajouta doucement, « Demain, nous te transférerons dans un autre hôpital. » Pourquoi? Édouard échangea un regard avec Lisa avant de répondre. Pour que tu aies des médecins encore meilleurs, ma chérie, ceux qui t'aideront à guérir plus vite. Isabelle semblait accepter l'explication tranquillement. Après quelques minutes de conversation légère, elle a soudainement demandé avec un sérieux, « Papa, maman m'a dit qu'un garçon m'avait aidé à découvrir ce qui n'allait pas chez moi. Est-ce vrai? » Édouard hésita, ne voulant pas l'effrayer avec trop de détails. Oui, c'est vrai. Un garçon très spécial et courageux nommé Gabriel. Je tiens à le remercier, dit sincèrement Isabelle. Il m'a sauvé la vie. Oui, d'une certaine manière, répondit Édouard, la gorge nouée. Et je promets de le trouver pour que vous puissiez le rencontrer. Lorsqu'Isabelle se rendort, Édouard explique à Lisa la disparition de Gabriel et l'opération prévue pour le lendemain. Mon Dieu, Édouard, c'est encore plus grave que je ne l'imaginais, dit-elle sous le choc. Pensez-vous vraiment qu'il pourrait blesser un enfant de la rue? Je ne sais pas, mais je ne prends aucun risque. Le délégué Rodrigo est compétent et prudent. Si Gabriel se trouve quelque part dans l'hôpital ou dans la propriété de White Pharma, ils le trouveront. La voix d'Édouard s'éteignit, il n'arrivait pas à finir la phrase. La simple pensée que Gabriel puisse être en danger était insupportable. Nous le retrouverons, dit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était réellement. La nuit fut longue et tendue. À une heure tardive, le téléphone d'Édouard sonna, c'était Rodrigo. Les mandats ont été obtenus. L'opération débutera à 5 heures du matin. Édouard n'essayait même pas de dormir. Il s'assit à côté du lit d'Isabelle, la regardant dormir paisiblement et réfléchissant à la façon dont sa vie avait radicalement changé en quelques jours seulement. Il y a à peine une semaine, c'était un homme d'affaires prospère, préoccupé par les fusions et les fluctuations boursières. Aujourd'hui, il est impliqué dans une enquête criminelle visant à dénoncer la corruption au sein de sa propre entreprise, tout en s'inquiétant pour un enfant des rues qu'il ne connaît que depuis 4 jours. À 4h30, Rodrigo a envoyé un autre message, Isabelle et Luisa doivent être sortis discrètement de l'hôpital avant le début de l'opération. Une ambulance privée les attend pour les transférer à l'hôpital Albert Einstein, où une équipe médicale de confiance les prendra en charge.
Le transfert s'est bien déroulé. À 5 heures précises du matin, alors que l'ambulance se dirigeait vers l'aéroport pour embarquer dans un avion privé à destination de Sao Paulo, Edouard a reçu la confirmation que les opérations avaient démarré simultanément à l'hôpital de Saint-Raphaël, siège de White Pharma, et aux résidences des docteurs Oliveira Cavalcante et du directeur de la pharmacie. « S'il vous plaît, tenez-moi au courant pour Gabriel », a demandé Edouard. « Ce sera fait », a promis Rodrigo. « Concentrez-vous sur votre fille. Nous nous occuperons du reste. » Dans l'avion, Isabelle dormait, encore fatiguée de sa maladie. Luisa oscillait entre le soulagement de voir ses filles aller mieux et l'anxiété face aux événements qui se déroulaient. « Que arrivera-t-il à vos entreprises après tout cela ?» elle a demandé. Edouard réfléchit soigneusement à la question. « Oui, a-t-il admis, les actions chuteront une fois que cette histoire sera rendue publique. Mais je suis prêt à tout reconstruire, cette fois d'une manière plus éthique. » Louise Dumas le regardait avec curiosité. « N'est-ce pas toi qui m'as dit, quand je t'ai demandé de travailler moins et de passer plus de temps avec ta famille, qu'on ne pouvait pas construire un empire en étant un homme bon ? J'avais tort, a-t-il admis. Et tu avais raison. Peut-être que si je t'avais écouté, nous serions toujours ensemble. Ne parlons pas de ça, répondit Louise en détournant le regard. Il est trop tard pour nous. Je sais, dit-il doucement. Je voulais juste dire que j'ai appris de dures leçons ces derniers jours. Leur silence fut rompu par la sonnerie du téléphone d'Edouard, c'était Rodrigo Mendoza. Nous avons trouvé Gabriel, annonça Rodrigo. Le cœur d'Edouard s'emballa. Où ? Comment va-t-il ? Il était enfermé dans une réserve au sous-sol de l'hôpital, déshydraté et effrayé, mais dans l'ensemble, il va bien. Nous l'avons retrouvé grâce à une femme de ménage qui a entendu frapper de l'intérieur. Edouard ferma les yeux, envahi par un soulagement si fort qu'il faillit en pleurer. Dieu merci. Rodrigo a poursuivi, je lui ai parlé, mais pas immédiatement. Il est entre les mains des médecins maintenant, et ensuite il sera officiellement interrogé. C'est un témoin clé. Il a demandé des nouvelles de vous et de votre fille. Il semble vraiment inquiet pour elle. Dites-lui qu'Isabelle Lefebvre va bien et qu'elle a hâte de le rencontrer. Dès que ce sera fini, je viendrai lui parler en personne. Je vais transmettre cela. Oh, et une chose importante, nous avons trouvé les documents qu'il a mentionnés. Gabriel a réussi à les cacher dans ses vêtements avant d'être découvert. Il s'agit de rapports de tests internes prouvant que la société pharmaceutique était au courant des effets secondaires graves du respirateur chez au moins 2% des patients, mais les a cachés à Anvisa, l'agence de santé brésilienne. Le docteur Oliveira a été arrêté, tout comme le docteur Cavalcante et 3 dirigeants de White Pharma. Nous analysons actuellement les courriels et les appels, le complot semble vaste. Edouard remercia Rodrigo et raccrocha, jetant un coup d'œil à Louise Dumas qui avait écouté attentivement. Ils l'ont trouvé, dit-elle avec un sourire soulagé. Ce garçon est vraiment spécial, bien plus que tu ne l'aurais jamais imaginé, Edouard. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément, surtout au début. La semaine suivante, l'affaire a retenu l'attention nationale. Paloma a publié une série de rapports révélant le scandale respiratoire, comment un médicament ayant de graves effets secondaires avait été approuvé grâce à des tests manipulés et à une influence indue sur les médecins et les fonctionnaires. L'histoire de Gabriel, le garçon des rues qui a contribué à révéler la vérité, a touché les cœurs à travers le pays. Isabelle Lefebvre s'est complètement rétablie après 3 semaines de traitement à l'hôpital Einstein. Lorsqu'elle a finalement obtenu son congé, la première chose qu'elle a demandé a été de rencontrer Gabriel. Edouard a maintenu des contacts réguliers avec le garçon, assurant sa sécurité tout au long de l'enquête. La rencontre entre Isabelle et Gabriel a eu lieu dans le jardin d'Edouard à Alphaville. La jeune fille, les yeux toujours écarquillés de curiosité, regarda le garçon s'approcher timidement, accompagné de Donanius. « C'est toi, Gabriel ?» demanda Isabelle en lui tendant la main. « Le garçon qui m'a sauvé la vie. » Gabriel rougit, gêné par cet éloge. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, » a-t-il répondu modestement. « Non, » corrigea Edouard en se rapprochant. « Vous avez fait ce que peu de gens auraient osé, vous avez risqué votre propre sécurité pour aider quelqu'un que vous ne connaissiez même pas, et vous vous êtes retrouvé enfermé dans un sous-sol. » Gabriel sourit timidement, enfin plus à l'aise. « Mais ça valait le coup. Tu as l'air en bonne forme, bien meilleur que la dernière fois que je t'ai vu, dit-il à Isabelle. « Je suis presque comme neuve, » répondit-elle avec un sourire.
Les médecins ont déclaré que si le traitement n'avait pas été poursuivi pendant plusieurs semaines, les conséquences auraient pu être bien pires. La conversation s'est déroulée naturellement. Isabelle avait hâte de savoir comment Gabriel avait découvert le lien avec le respirateur, son don unique et sa vie à l'hôpital. Gabriel, fasciné par les connaissances et les livres d'Isabelle, écoutait attentivement. Pendant que les enfants discutaient, Édouard parlait avec Madame Noémie de la création d'un institut de veille pharmaceutique. « Je veux que tu deviennes directeur des opérations, lui dit-il. Personne ne connaît mieux que vous le fonctionnement interne de l'hôpital et ses signes avant-coureurs. C'est une offre alléchante, monsieur Édouard, répond elle, mais je n'ai pas la formation universitaire requise pour un tel poste. Vous avez quelque chose de plus précieux, l'expérience et l'honnêteté. L'Institut engagera des médecins et des experts pour les questions techniques, mais il a besoin de quelqu'un comme vous pour les guider vers ce qui compte vraiment, la sécurité des patients. » Après quelques hésitations, Madame Noémie a accepté. Sa première initiative a été de proposer un programme pour identifier et soutenir les enfants comme Gabriel, ceux qui possèdent des talents d'observation et d'analyse exceptionnels. Ces enfants deviendront les yeux du système de santé dans les communautés vulnérables, a-t-elle expliqué. Là où les problèmes sont souvent ignorés ou dissimulés, ils les détecteront rapidement. L'idée s'inscrit parfaitement dans la nouvelle vision d'Édouard du rôle de son entreprise dans la société. Entre-temps, White Pharma a subi une restructuration en profondeur. Tous les dirigeants impliqués dans le scandale ont été licenciés et poursuivis en justice. Édouard a nommé un nouveau conseil d'administration composé principalement de médecins à la réputation éthique irréprochable, chargé de réévaluer tous les produits de l'entreprise et de mettre en œuvre des protocoles de tests plus rigoureux que ceux exigés par les autorités réglementaires. Les pertes financières ont été immenses, les prix des actions ont chuté et de nombreux contrats ont été annulés. Mais Édouard n'a jamais regretté sa décision. La vie d'Isabelle avait été sauvée. D'autres enfants n'ont pas été exposés au respirateur et il a trouvé un nouvel objectif. À la surprise générale, Luisa a décidé de reporter son retour à Londres. L'épreuve de presque perdre sa fille et la transformation d'Édouard l'amènent à reconsidérer certaines décisions. Il ne s'agissait pas d'une réconciliation amoureuse, mais d'une nouvelle forme de coopération parentale autour de l'éducation d'Isabelle qui prenait forme. Isabelle noue une amitié inattendue avec Gabriel. Malgré leurs différences sociales et leur vie très différentes, ils se comprenaient. Tous deux étaient observateurs, sensibles et quelque peu solitaires dans leur propre monde. Édouard engage des précepteurs particuliers pour Gabriel, qui se révèle doté d'un esprit vif et d'une soif de connaissances remarquable. Un mois après la libération d'Isabelle, Édouard reçoit un appel de Rodrigo, l'agent de la police fédérale. Les dépositions des dirigeants arrêtés révèlent une conspiration bien plus grande que nous l'imaginions. Il existe des preuves qu'au moins 3 autres médicaments récemment approuvés ont suivi le même schéma, manipulation de tests et corruption de fonctionnaires. Quels médicaments ? Demanda Édouard, le poids de la responsabilité pesant sur lui. Nous enquêtons toujours, répondit Rodrigo, mais je tenais à vous informer que votre nom a été totalement blanchi. Il est clair que vous ignoriez les activités illégales qui se déroulaient en coulisses chez White Pharma. Cela ne m'exonère pas de ma responsabilité morale, dit solennellement Édouard. J'étais le président du groupe, j'aurais dû exercer un meilleur contrôle. Combien connaissez-vous de PDG qui risqueraient leur propre fortune pour dénoncer des pratiques illégales au sein de leur propre entreprise ? Édouard ne répondit pas directement, réfléchissant plutôt tranquillement. Il a demandé, quelle est la situation juridique de Gabriel ? Je m'inquiète pour son bien-être à long terme. Rodrigo a répondu calmement, c'est exactement ce dont je voulais te parler. La tante de Gabriel avait été interrogée, mais elle n'avait montré aucun intérêt à recouvrer la garde. Au lieu de cela, elle semblait plutôt soulagée de ne plus avoir de bouche à nourrir. Édouard a commenté, c'est terrible, même s'il n'était pas totalement surpris, compte tenu de ce que Gabriel avait révélé sur sa famille. Rodrigo a répondu pensivement, oui, mais cela ouvre aussi des possibilités. Le juge des enfants s'est montré disposé à examiner une demande de tutelle temporaire, notamment compte tenu du lien fort que Gabriel avait tissé avec votre famille, ainsi que de son rôle dans le sauvetage de votre fille. Un frisson inattendu parcourut Édouard. L'idée de devenir le tuteur de Gabriel ne lui avait jamais consciemment traversé l'esprit. Pourtant, maintenant que Rodrigo en avait parlé, cela semblait presque naturel. C'est possible, réfléchit Édouard. Même après ma récente implication dans ce scandale, c'est précisément votre passé récent qui rend le juge favorable.
Rodrigo a ensuite expliqué, vous avez démontré que vous privilégiez les principes aux intérêts financiers et que vous vous souciez sincèrement du bien-être de cet enfant en soutenant son éducation et ses soins médicaux. Édouard a promis d'étudier sérieusement la proposition après en avoir discuté avec Luis Dumassa et, bien sûr, avec Gabriel lui-même. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Ce soir-là, après le dîner, Édouard retrouve Isabelle Lefebvre et Gabriel dans la bibliothèque du manoir. Gabriel lisait à haute voix un livre d'astronomie, tandis qu'Isabelle prenait soigneusement des notes dans son cahier. Ils étaient tellement absorbés par leur travail qu'ils ne remarquèrent pas son arrivée. L'univers est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer, a déclaré Gabriel avec une véritable admiration. Des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Isabelle a ajouté, et la plupart de ces étoiles ont des planètes en orbite autour d'elles, comme la Terre. Il doit y avoir des millions de planètes où la vie est possible. Édouard les observa pendant plusieurs minutes, impressionné par la spontanéité et l'enthousiasme de leur échange. Isabelle a toujours été une enfant réservée, luttant pour se faire des amis dans son école élitiste. La voir discuter avec autant de passion de sujets avec Gabriel et partager ses découvertes fut une révélation. Alors, sur quoi travaillez-vous tous les deux, demanda-t-il finalement en entrant dans la pièce. Ils se retournèrent, leurs visages éclairés de sourires. « Papa » s'exclama Isabelle. Gabriel m'aide dans mon projet scientifique. Nous construisons un modèle du système solaire à l'échelle, montrant les distances réelles des orbites. Impressionnant, répondit Édouard en s'installant dans un fauteuil voisin. On dirait que vous formez une excellente équipe. Gabriel sourit timidement, toujours peu habitué à recevoir des compliments. Isabelle est très intelligente, monsieur Édouard. Elle comprend les choses plus vite que moi. Ce n'est pas vrai, proteste Isabelle en souriant. Tu as appris en 2 jours ce qui m'a pris des mois à l'école. Édouard suivait avec intérêt leurs plaisanteries amicales. Il y avait entre eux une véritable complicité, un respect mutuel rare pour leur âge. Après un bref silence, Gabriel parla enfin à Édouard. « Je dois te parler de quelque chose d'important. » Le garçon se redressa sur sa chaise, immédiatement alerte. « Il s'agit de l'hôpital. »« Ont-ils trouvé autre chose ?» demanda Édouard. « Non, ce n'est pas ça, » répondit Gabriel. « Il s'agit en fait de toi. » Sentant le sérieux dans le ton de Gabriel, Isabelle ferma son cahier. « Tu veux que je parte, papa ? » « Mon chéri, tu peux rester. »« Cela te concerne aussi, » dit doucement Édouard. Prenant une profonde inspiration, Édouard explique la situation, comment la tante de Gabriel a renoncé à la garde, comment le juge ne s'est pas opposé à la tutelle temporaire et comment Édouard lui-même envisage sérieusement cette option. « Mais je ne le ferai que si tu le veux vraiment, Gab, » a-t-il conclu. « C'est une décision importante qui va changer votre vie. Tu viendras vivre ici. Tu continueras à étudier avec des professeurs particuliers et, quand tu te sentiras prêt, tu pourras rejoindre la même école qu'Isabelle. » Gabriel resta silencieux un long moment, le visage impassible. Puis il demanda doucement, « Est-ce que je serai comme votre fils ?» Édouard sourit chaleureusement. « C'est une bonne question. Légalement, je serai votre tuteur, plutôt un mentor. Mais en pratique ?» Il fit une pause, pesant soigneusement ses mots. « Oui, comme un fils, avec tous les droits et devoirs que cela implique. » Les yeux de Gabriel se remplirent de larmes qu'il tenta de cacher en baissant la tête. « Je n'ai jamais eu de vrai père, » murmura-t-il. « Maman a dit qu'il était parti avant même ma naissance. » Édouard se leva et s'approcha de lui en posant une main réconfortante sur son épaule. « Je sais que je ne peux pas remplacer ton père biologique, Gab, et je n'essaierai pas. Mais je peux t'offrir une éducation, un foyer et la chance de développer tes dons exceptionnels. » Isabelle, qui regardait silencieusement, entoura Gabriel de ses bras. « Oui, Gab, ce serait merveilleux si tu restais. Ce serait comme avoir un frère. » Gabriel jeta un coup d'œil à Édouard encore hésitant. « Et Madame Noémie, elle s'est occupée de moi depuis le début. »« Elle sait tout, » a déclaré Gabriel. « Elle restera dans votre vie, bien sûr, » le rassura Édouard. « Je lui ai même demandé d'être votre conseillère pédagogique en plus de son travail à l'Institut. » Pour la première fois depuis le début de la conversation, Gabriel esquissa un sourire. « Alors elle est entièrement d'accord ? Elle a dit que tu méritais cette chance, une chance qu'elle n'aurait pas pu te donner seule. » Le garçon se tut à nouveau, digérant les mots. Puis il leva les yeux, la détermination brillant dans les yeux. «
J'accepte, Édouard, mais à une condition. Lequel? Laissez-moi aider à l'institut. Je veux trouver d'autres enfants comme moi qui ne sont pas entendus. Je veux qu'ils aient aussi une chance. Édouard a été profondément ému par la générosité de ce garçon qui, malgré si peu, pensait déjà aux autres. J'accepte cette condition avec joie, a-t-il déclaré. Et si nous sommes une famille, alors s'il vous plaît, appelez-moi Édouard. La semaine suivante, la vie au manoir Gabriel prend un nouveau rythme. Gabriel emménage officiellement, occupant la chambre à côté de celle d'Isabelle. Les premiers jours furent difficiles, il n'était pas habitué à un lit confortable, à une nourriture abondante ou au calme des nuits sans le bruit constant des rues. Louise Dumas, qui avait prolongé son séjour à Sao Paulo, est devenue une présence précieuse. Sa sensibilité lui a permis de reconnaître les moments où Gabriel se sentait dépassé par sa nouvelle réalité. Il ne s'agit pas seulement de confort matériel, explique-t-elle à Édouard. C'est tout un monde de règles sociales, d'attentes et de comportements auxquels il n'a jamais eu à faire face auparavant. Édouard reconnut la sagesse de ses propos. Avec l'aide d'une pédopsychologue spécialisée dans les transitions familiales, ils ont mis en place une routine qui honore le passé de Gabriel tout en le préparant à son nouveau rôle social. L'Institut de surveillance pharmaceutique, baptisé à contre-cœur Institut Gabriel Moreau malgré les protestations de Gabriel qui le jugeait exagéré, a commencé ses activités 3 mois après le scandale respiratoire. Sous l'impulsion de Madame Noémie et d'une équipe indépendante de scientifiques et de médecins, elle devient rapidement une autorité en matière d'analyse critique des nouveaux médicaments. Parallèlement, comme promis à Gabriel, il lance le programme Jeunes Sentinelles, identifiant et formant des adolescents issus de quartiers défavorisés intéressés par la santé publique. Gabriel a participé activement, partageant son expérience et inspirant les autres. La relation entre Édouard et Louise Dumas prend également une tournure inattendue, non pas un retour au mariage, mais un partenariat basé sur le respect mutuel et leur amour partagé pour Isabelle et Gabriel. Louise a décidé d'ouvrir une succursale de sa galerie d'art à Sao Paulo, lui permettant ainsi de passer plus de temps au Brésil sans sacrifier sa carrière. Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là après tout ce qu'on a vécu, dit-elle un soir en regardant Isabelle et Gabriel nager dans la piscine. Une famille sous une forme nouvelle, mais une famille quand même, répond Édouard. La vie réserve parfois de drôles de surprises. Parfois, il faut presque tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Un an après le début de cette histoire, le scandale respiratoire a conduit à des réformes majeures du système de réglementation pharmaceutique brésilien. Le NSM a introduit des protocoles plus stricts avec une plus grande transparence dans les processus d'approbation. Vital Pharma, sous une nouvelle direction, est devenu un modèle d'éthique pharmaceutique. Même si les bénéfices ont diminué, sa réputation a été restaurée. Édouard, toujours à la tête du groupe Techv, consacre désormais une grande partie de son temps à l'Institut et aux initiatives sociales. Son expérience avec Gabriel lui avait ouvert les yeux sur des réalités qu'il n'avait jamais vues en tant qu'homme d'affaires axé sur les résultats. Isabelle, complètement rétablie, est devenue une fervente défenseur de la sécurité des médicaments. Elle a lancé un blog partageant ses expériences avec d'autres enfants et adolescents. Son amitié avec Gabriel s'est transformée en une véritable fraternité, empreinte d'un mélange de confiance et de taquinerie. Gabriel, le gamin des rues qui a tout risqué pour un inconnu, avait trouvé non seulement un foyer mais aussi une mission. Sa remarquable intuition, aiguisée par l'éducation et les ressources désormais à sa disposition, est devenue un outil puissant pour identifier les problèmes cachés. Un dimanche après-midi, alors que la famille se reposait dans le jardin, Gabriel devint soudain sérieux et pensif. « À quoi penses-tu » demanda Édouard en remarquant le changement. « Je pensais au jour où je t'ai approché à l'hôpital, répondit Gabriel. À cette époque, je n'étais pas sûr à 100% du médicament. J'avais des soupçons, des intuitions, mais aucune preuve. Alors pourquoi as-tu pris un tel risque ? S'enquit Édouard. Gabriel souriait avec une sagesse bien au-delà de son âge. Parce que j'ai vu dans tes yeux la même chose que j'ai vu dans les miens quand je me suis regardé dans le miroir, du désespoir, oui, mais aussi de la détermination. Je savais que tu n'abandonnerais pas tant qu'il y avait une chance de sauver ta fille. Et tu avais raison, confirma Édouard. Certaines personnes ont juste besoin que quelqu'un croie en elles. Gabriel a poursuivi, c'est ce que tu as fait pour moi. Tu as cru en moi alors que personne d'autre ne l'a fait. Édouard réfléchit tranquillement. Il y a un an, il aurait probablement ignoré cet enfant des rues, le considérant comme un obstacle, et non comme une personne. Je crois que nous avons tous les deux appris quelque chose d'essentiel,
dit-il finalement. Tu m'as appris à voir au-delà des apparences, à écouter les voix que nous ignorons trop souvent. Et j'espère t'avoir montré qu'avec les bons outils, ton intuition peut vraiment changer le monde. Gabriel hocha la tête, visiblement ému. Isabelle, qui écoutait, s'approcha. Sais-tu ce que j'aime le plus chez toi, Gab, elle a demandé. C'est que tu n'as pas endurci ton cœur, même si la vie t'a donné toutes les raisons de le faire. La gentillesse est un choix, répondit simplement Gabriel. C'est ce que ma grand-mère m'a toujours dit avant son décès. Nous pouvons choisir d'être durs ou doux, peu importe ce que la vie nous réserve. Louise Dumas entra avec un plateau de jus de fruits, souriante. Des mots pleins de sagesse, pensa-t-elle. Dire qu'elle avait vu des thérapeutes londoniens incapables de parvenir à des conclusions aussi profondes. Tout le monde éclata de rire et la conversation reprit sur un ton plus léger. Mais Édouard a gardé ce moment au plus profond de son cœur, la bienveillance est un choix. Des mots simples qui ont tellement changé le destin. Ce pauvre garçon qui avait abordé un homme d'affaires désespéré dans un couloir d'hôpital avait non seulement sauvé Isabelle Lefebvre mais avait aussi déclenché une chaîne de transformation, de l'hôpital à l'industrie pharmaceutique, de l'industrie au système réglementaire, et surtout, dans le cœur d'un homme qui avait oublié les vraies valeurs mais qui contribuait désormais à rendre le monde meilleur. En regardant sa nouvelle famille Isabelle et Gabriel discutant patiemment d'un projet scientifique, Louise Dumas dessinant dans son carnet et Édouard éprouvait une immense gratitude pour ce moment de folie où il avait choisi de faire confiance à un enfant des rues, se donnant ainsi une seconde chance de devenir l'homme qu'il aurait toujours dû être. Oui, la gentillesse est un choix. Et il avait enfin appris à vivre avec cela. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que cette histoire a touché votre cœur. Avez-vous déjà fait confiance à une personne inattendue? Partagez vos expériences dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des histoires plus inspirantes.